Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Ça fait vraiment longtemps, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo sur le jeu vidéo. Vous avez été très nombreux à me solliciter, à m'envoyer plein de messages pour que je puisse vous donner un petit peu mon avis concernant cette fameuse Nintendo Switch qui est sortie au mois de mars de cette année. Décidément, comme on dit, les mois passent à une vitesse absolument hallucinante. Et pour être tout à fait honnête, on a beaucoup joué, je crois. On a quand même eu une année assez merveilleuse, que ce soit bien sur PlayStation 4, Xbox, chez Nintendo ou même sur Steam. Globalement, le jeu vidéo, cette année, est relativement riche. C'est probablement une de ses plus belles années depuis bien longtemps. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va lancer le débat. Vous avez vu un petit peu le titre de la vidéo. Et est-ce que la Nintendo Switch peut-elle prétendre à devenir la meilleure console du marché? Alors, bien évidemment, c'est un titre un peu pompeux, comme on en voit partout sur YouTube, comme on en voit partout sur les sites de jeux vidéo. Et je me suis dit, tiens, pour l'occasion, on va faire un titre un peu dans le même acabit, même si je me retiens toujours. Alors, cette Nintendo Switch, et pour être tout à fait honnête, l'exercice là d'enregistrer une vidéo est un petit peu plus difficile que ces derniers mois où tout est en live sur la chaîne, parce que la chaîne fait d'autres sujets. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce qu'on traite sur la chaîne, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une escapade dans le monde du divertissement très rapidement pour parler de jeux vidéo, et je vais vous donner un petit peu le sommaire de cette vidéo parce qu'elle ne va pas durer 15 ou 30 minutes, elle va être plus longue, bien évidemment. Si j'en fais qu'une seule de temps en temps, il faut qu'on aille dans le fond des choses, et c'est ce que je vais essayer avec vous de décortiquer. Alors, le premier point, c'est retour sur une année très rythmée. Le deuxième point, Nintendo ne fait-il pas les choses différemment des autres? Le troisième point, le succès des indépendants. Le quatrième point, les éditeurs à 3 vitesses. Le cinquième point, et la technique dans tout ça. Ça va bien en parler. Le sixième point, pourquoi la Nintendo Switch peut-elle prendre le lead? Ce sera un point très intéressant. Et septième et dernier point, avenir et rumeurs. Parce que je sais que vous êtes toujours friand de rumeurs, même si vous imaginez bien que je suis dans une position où je ne peux pas trop vous révéler de choses, parce que sur mon Twitter, sur mon Facebook, il y a pas mal de gens de l'industrie qui suivent, et ce serait quand même dommage que je ligue certaines choses. Et je ne suis pas un leaker, mais je vous donnerai certaines tendances, bien évidemment. Alors, le premier point, retour sur une année très rythmée. La Nintendo Switch est sortie au mois de mars 2017. Comme ça, on l'attendait, on l'appelait la fameuse NX, on en a parlé. Nintendo a ouvert en 2017, au mois de janvier, une conférence. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus faire ça, au Japon, avec différents invités. Beaucoup d'invités japonais étaient là, et ont été un petit peu les premiers à nous donner un petit goût de ce qui nous attendait avec cette console. Alors globalement, on reprend le meilleur de la Super Nintendo, de la 64, de la GameCube, de la Wii, de la Wii U, on mélange tout ça, on y met un zeste de Nintendo 3DS pour le côté portable, et nous avons la Nintendo Switch. Globalement, c'est 25-30 ans de R&D chez Nintendo pour aboutir à la Nintendo Switch. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous direz... Bref, on verra ça à la fin. Alors, retour sur cette année, on va parler un petit peu des jeux, essentiellement des jeux Nintendo pour commencer le retour de cette année rythmée. Le premier jeu Nintendo qui sort, c'est Zelda Breath of the Wild. On a dit tant de choses, les Game Awards lui ont décerné le meilleur jeu de l'année. Certains amis me disent The Game of the Decade. Très bien. Je pense que voilà, on est globalement une majorité, même si encore une fois, je conviens que tous les goûts sont dans la nature et qu'on n'est pas tous, bien évidemment, d'accord sur tel ou tel jeu. Cependant, il est fort de reconnaître les qualités extraordinaires en termes de game design, de level design, de durée de vie. Les possibilités offertes aux joueurs sont totalement hallucinantes. Et il y aura bien évidemment un avant Ocarina of Time, un avant Breath of the Wild, comme il y a eu un après Ocarina of Time, et il y aura bien évidemment un après Breath of the Wild
Ceci n'enlève en rien la qualité intrinsèque des jeux comme Witcher 3 ou comme le dernier Horizon de Guerrilla, qui sont des très bons jeux, même pour certains des monuments. Mais effectivement, ils n'ont pas le game design et le level design de ce Breath of the Wild, qui est extrêmement particulier. Et je peux vous garantir que beaucoup de studios indépendants, comme gros studios, se creusent un petit peu les méninges aujourd'hui pour réimaginer comment un open world, comment l'open world peut changer en prenant sur Zelda. Parce que c'est vrai qu'on a eu 10 ans d'open world, de ce que j'appelle les quêtes FedEx, A, B, B, C, C, D, voilà, vous êtes un petit peu le facteur. Breath of the Wild amène quelque chose de différent, très clairement. Ensuite, on a eu One to Switch, parce que j'avais aussi envie d'en parler, on n'en parle jamais, parce que bon, ben, c'est de bonnes... voilà, c'est comme ça, les joueurs, les sites internet sont un peu trop pros à mon avis. Faut pas oublier que c'est quand même un divertissement, comme la littérature, comme le cinéma, et quelque part, plus on est différent dans nos plaisirs, et plus les expériences sont originales quelque part. Parce que si tout le monde aimait les Call of Duty, ou si tout le monde voulait des Bloodborne, on se ferait sacrément chier, mine de rien. Donc ce One to Switch, malgré effectivement, on sent que le jeu a été un peu compilé rapidement, il manque certaines choses, notamment le prix, qui a fait débattre. Mais bon, il faut arrêter de vouloir tout gratuitement. Tout travail mérite salaire, tout sacrifice mérite récompense quelque part. Donc ce One to Switch, eh bien, moi je le trouve fun. On y a joué avec des amis, avec de la famille, on a testé, avec des gars du studio, on a testé ce genre de ce jeu et eh bien, c'est fun, c'est sympa. Bon, on le ressortira pas régulièrement parce qu'il y a, vous allez voir, une effluve de jeux multijoueurs en local sur cette Nintendo Switch. Ensuite, on passe à Mario Kart très rapidement. Mario Kart, qui est la version Wii U avec quelques petites, voilà, quelques corrections, ça tourne un peu mieux. Bon, c'est Mario Kart, c'est génial, mais vivement le nouveau Mario Kart. Ensuite, on enchaîne sur ARMS, qui est quand même une nouvelle IP de Nintendo, un nouveau genre de jeu que Nintendo n'avait jamais globalement essayé. Et puis, j'ai trouvé un petit peu les joueurs, la presse, surtout effectivement la presse, les youtubeurs, pas trop parler de ARMS. Effectivement, le jeu nécessite quand même plus a beaucoup plus de profondeur que ce qu'il n'y paraît instantanément. Et mine de rien, le jeu, eh bien, écoute, il est toujours joué. Il y a des mises à jour gratuites, des nouveaux personnages, des corrections, il y a eu les badges, il y a plein de petites choses et tout ça, c'est gratuit. Ça continue à progresser. On sent très bien que Nintendo est en train de tâter, voir s'il y aura une suite. Je pense qu'il y aura une suite parce que le jeu est un vrai succès commercial. Il faut quand même bien le noter. Alors c'est sûr qu'il est très loin des Mario Kart, des Splatoon, des Mario, des Zelda, bien évidemment. Mais parce que c'est un jeu de niche, le jeu de combat reste un jeu de niche. Et quand vous voyez les ventes d'un Street Fighter V et celles d'un ARMS, avec la notoriété de Street Fighter V, surtout c'est ça qu'il faut dire, c'est quand même un monument Street Fighter, eh bien l'écart n'est pas si complètement dingue, parce qu'il y a 70 millions de PS4 sur le marché, plus la notoriété de Street Fighter, et le jeu peine à faire 1,5 million, 2 millions, je crois. Et puis à côté, vous avez ARMS qui arrive à 800 000, je crois, avec un parc de marché qui est 7 fois plus petit et qui sort de nulle part. Donc, c'est, à mon avis, un joli coup de Nintendo d'aller s'embarquer comme ça dans le jeu de combat. Et bah, c'était un segment à prendre. Et il lui glisse un petit côté familial en mettant du 2 joueurs, du 3 joueurs, du 4 joueurs, du motion control. Ça, effectivement, c'est une des grandes qualités intrinsèques de Nintendo, c'est d'être capable de créer des jeux pour un vaste public, en y touchant un côté hardcore et un côté plus familial. Ensuite, comment ne pas parler, encore une fois, de Splatoon 2 ? La presse n'en parle pas, la presse occidentale n'en parle pas vraiment. On sent que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui touche le Japon, malgré des très bonnes ventes aux États-Unis, des très bonnes ventes aussi en Europe, mais c'est un phénomène japonais. Le jeu est encore en carton là pendant les fêtes de Noël. Splatoon. Qui aurait parié sur Splatoon quand ça a été annoncé il y a quelques années sur Wii U à la base, ce jeu avec des personnages un peu grotesques, avec une DA un peu, comment dirais-je, complètement barrée, du moins totalement aux antipodes de ce que l'on trouve chez la concurrence en termes de jeu. Eh bien, il récidive avec Splatoon 2 qui est beaucoup mieux. Moi, je n'avais pas vraiment aimé le premier parce que je le trouvais creux, parce qu'il n'y avait pas de local, le local était bidon, c'était que du online et moi je ne suis pas un gars online, très clairement.
Je suis très local, j'aime bien jouer avec mes amis, mes proches, les gens avec qui je bosse et tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le online, beaucoup moins. Eh bien, on a ce Splatoon 2 qui comble ce vide avec du local jusqu'à 8 avec les consoles. On peut jouer sur télé et console en même temps, bref, c'est incroyable. Il y a le Salmon Run qui a été mis, qui est un vrai succès. Et puis, comment ne pas expliquer comment ne pas dire que le contenu afflue comme ça toutes les semaines, il y a des petites choses, c'est gratuit, c'est sympa. En gros, c'est Noël chez Nintendo avec Splatoon toutes les semaines globalement. Notamment, il y a encore eu une très très grosse mise à jour là, qui a été faite avec des nouveaux stages, des modes de jeu et tout ça gratuitement. Bon, ok, le jeu n'est pas parfait, effectivement, il y a toute cette petite problématique qu'il y a eu, ce bad buzz qu'il y a eu un petit peu autour du online, on ne peut pas jouer quand on veut, aux heures et tout. Et bon, moi je joue pas beaucoup online, je discute avec certaines personnes qui jouent online et qui me disent non, c'est pas plus mal au final, c'est pas mal, ça nous change des autres jeux, si on veut du standard, on va jouer sur autre chose. Bon, j'ai envie de dire, Splatoon n'aurait-il pas eu la prime de l'originalité? Je vais lui décerner ce soir. Voilà. Ensuite, on continue sur un jeu qui est sorti fin août, qui n'est pas une prod Nintendo, mais j'étais obligé d'en parler dans les exclusivités, pas dans les exclusivités, mais dans le Big N, la création Big N. C'est le fameux Mario et les lapins crétins, parce que je ne pouvais pas en parler. Que de travail, bravo à l'équipe italienne qui a tellement sacrifié de choses, ça ne me rappelle moi ce que l'on vit au quotidien en tant qu'indépendant, les rêves et tout ce qu'on est prêt à faire pour réussir. Alors bien évidemment il y a la machine Ubisoft, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un entretien avec Miyamoto pour aller pitcher, mais cela n'empêche en rien le travail, les sacrifices qu'ils ont réalisé pour ça. Et d'ailleurs, joli moment humain, très humain pendant le 3, quand David, le créatif des lapins, pleure. Il est touché, en fait, il est très très touché. Et c'est clair, parce que il y a beaucoup de sacrifices derrière. En tout cas, quel jeu? Parlons un petit peu de ce jeu. Parce que il est... quoi dire? Mais quoi dire, ce jeu? Quoi dire de ce jeu? Moi, je déteste, mais déteste deux choses dans ce jeu, pas dans ce jeu justement, mais deux choses qui sont réinterprétées dans le jeu. Je déteste les lapins, je les trouve affreux et chiants. Et je déteste le tour par tour, et je déteste encore plus le tour par tour quand il y a de la tactique. Je n'y arrive pas, ça me gonfle, c'est chiant. Donc ce jeu, globalement, moi quand il est annoncé, je suis non, c'est pas possible, je n'y toucherai pas, impossible d'y toucher. Et puis, bon, je craque. Allez, je me dis, allez, leur pas con. En plus, on joue à Splatoon, c'est un peu local. Fin août, il n'y a pas grand-chose. Je me dis, allez. Et là, je découvre, au final, avec ce jeu, ma Nintendo Switch de façon portable. Parce que jusque-là, je n'y avais joué que de salon. Et je n'avais jamais joué portable à ma console, hormis avec un Grace Explosion, qui est un jeu indé que j'aime bien. Je vous en parlerai un petit peu après. Mais globalement, je n'y avais joué que de salon. Et là, je vais jouer à ce Mario lapin crétin comme ça, et niveau par niveau, humour, blague. Bien évidemment, il y a Grant Kirkhope qui est à la composition, le mec qui nous a fait Donkey Kong, Banjo. Si vous êtes des amoureux de rare, bon, vous ne pouvez pas ne pas connaître le personnage qui a fait la bande orchestrale, par exemple, des derniers jeux de Tropical Freeze, qui est fantastique, entre autres. Et ce gars est là-dessus, bon, les musiques sont géniales, l'humour est top, mais je me réconcilie un peu avec les lapins. C'est vraiment un très bon jeu. D'ailleurs, il y a un DLC gratuit pour du Versus qui a été mis en ligne, gratuitement. Je ne peux qu'implorer l'équipe de faire un multi 4 joueurs à ça, parce que c'est la seule chose qui lui manque. Globalement, c'est un vrai 4 joueurs à ce Mario. En tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller essayer ça. Je vous ai gardé les 3 monuments, les 3 monstres. 3 monstres. Zelda, j'en parlerai très peu parce que j'avais déjà parlé de Zelda. Je ferai juste une escapade parce que j'en ai déjà parlé là dans la vidéo, mais je vais faire une petite escapade sur le contenu DLC qui a été mis cette année. Il y a eu le premier que je n'ai pas fait, DLC, parce que j'attendais de le faire avec le deuxième. Le deuxième est arrivé il y a quelques jours, donc je me remets concrètement dans Zelda avec les 2 DLC en même temps. Quel jeu là, je l'ai réallumé juste quelques heures avant. Je vais pas vous mentir parce que regardez, elle est là, elle est là, elle est là.
Et voilà, que dire, que dire, que dire. Vous avez vu, je peux même faire une vidéo quasiment en jouant avec ma console comme ça. Je pourrais même la mettre sur la télé. Bon bref, quelle console incroyable, mais surtout quel jeu incroyable. Parce qu'il n'y a pas de console de qualité sans catalogue. Alors oui, cette petite escapade sur les DS et de Zelda, que je n'ai pas fait, donc je ne pourrais pas vous en parler. Parlons du jeu qui est sorti fin octobre, Super Mario Odyssey. Alors Super Mario Odyssey, vous avez été très nombreux à me demander, mais Nico, qu'est-ce que t'en parles, tu dis rien, machin. Bon. Premier point de ce jeu, c'est le renouvellement effectivement de la franchise, la transformation du platforming vers un platforming exploration. Moi j'étais un grand défenseur et j'ai adoré Mario 3D World, qui est définitivement l'un des meilleurs Mario plateformes sortis. Et vous allez voir que Odyssey, je l'adore, je l'aime de cœur, je pense qu'il a plein de choses, mais il a quelque chose qu'il n'a pas, que 3D World avait, c'est-à-dire quelque part un peu le challenge, la difficulté, le platforming pur, traditionnel, qui aujourd'hui s'est transformé, comme je viens de vous le dire, vers quelque chose de beaucoup plus exploration. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Mariana, ma compagne, ma femme, n'a jamais joué à Mario parce qu'elle n'arrive pas à jouer à Mario. Et vous êtes nombreux à ne pas pouvoir jouer à Mario parce que si vous êtes des joueurs, on va dire, non expérimentés ou qui ont ou peu d'expérience, le platforming, c'est comme le ski. Tu ne peux pas faire une piste noire directement si tu n'as pas fait la piste verte ou bleue. Ce n'est pas possible, c'est un apprentissage. Le platforming est un apprentissage. Et c'est vrai que ce Mario 3D World demande certains skills, comme les Mario 2D précédents, pour pouvoir aller au bout du jeu très clairement. Et j'ai envie de vous dire que c'est à peu près moitié-moitié. Vous avez la moitié de 3D World qui est fait pour tout le monde, vous pouvez aller à la fin assez facilement, et l'autre moitié du jeu qui est relativement hardcore. Mario Odyssey, ce schéma-là a été un peu brisé, c'est plutôt 3/4 du jeu. Tout le monde peut aller récupérer 600 étoiles, 600 lunes, c'est assez facile. Et c'est le dernier quart du jeu qui devient plus difficile. Donc en fait, on voit bien qu'il y a eu une sorte de changement pour réimaginer Mario. Et je pense pas que ce soit quelque chose qu'ils ont décidé de but en blanc quand ils ont fait le jeu. En fait, ils ont plutôt imaginé Mario se diriger vers plus d'exploration, très clairement. Et on va le retrouver tout au long du jeu. On apprend plein de choses. Effectivement, le jeu est extraordinairement riche en idées, en core features qui sont assez incroyables. La transformation est quelque chose de fantastique qui marche terriblement bien. Et puis après, il y a les exotiques gameplay avec justement ces petites nuances tout au long du jeu qui font le twist de chacune des transformations au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et le dernier monde, celui que vous débloquez à la toute fin, je ne vous spoil pas, mais à la toute fin du jeu, quand vous aurez fait plus de 500 lunes, vous allez débloquer un monde. Et dans ce monde, en fait, vous allez reprendre tout ce que vous avez appris, mais on va vous twister la tête, twister ce que vous avez appris pour vous re-challenger une dernière fois. Et ça, c'est définitivement une preuve du génie de Nintendo en termes de GD, de game design, pardon, de level design, comment une mécanique de jeu, c'est comme ça qu'ils pensent leur jeu, comment une mécanique de jeu transforme un jeu à l'état de jeu vidéo et pas de jeu vidéo narratif. Encore une fois, il n'y a pas un jeu vidéo meilleur qu'un autre. Aujourd'hui, on a des grandes familles. Et Nintendo est définitivement dans cette première famille, le jeu vidéo comme on le connaît de base. Et ils réussissent, mais ils réussissent 2 fois dans l'année avec, à mon sens, le kite de Zelda, cette mécanique extraordinaire de pouvoir voler partout, mais qui va créer en fait des sous-étapes que vous allez utiliser dans le combat, dans l'exploration, dans plein de petites choses tout au long de votre aventure. Il récidive 5 mois plus tard avec Mario Odyssey, avec la transformation de Cappy. Bon, est-ce que c'est le meilleur Mario de tous les temps ? Je ne sais pas, j'ai pas envie de répondre à cette question parce que autant pour Zelda, pour moi effectivement, c'est le meilleur jeu
de tous les temps. Pour moi, c'est net, précis dans mon cœur, dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il amène, dans ce qui va challenger les créateurs, dans ce qui va le plaisir et le sourire qu'il a donné aux joueurs. Breath of the Wild, bon, très clairement, en tout cas, c'est peut-être pas le meilleur jeu de tous les temps, c'est le jeu de la décennie, très clairement, comme l'a été Ocarina of Time à son époque. Mario Odyssey, je pense que c'est un vent de fraîcheur puissant pour un genre en perdition, le platforming. Et j'espère revoir d'autres jeux de platforming, peut-être embrasser l'exploration un petit peu à la manière d'un Banjo-Tooie à l'époque, pour ceux qui ont joué à Banjo-Tooie, qui avait déjà un côté exploration. J'espère voir venir du platforming grâce un petit peu à cet engouement de Mario Odyssey. Est-ce qu'il est parfait? Non, très clairement, comme je vous le disais. Je pense qu'il manque un peu de contenu. Les niveaux sont chouettes, mais il y a des niveaux en demi-teinte. Je pense aux ruines, au Cloud Kingdom par exemple, qui sont des niveaux qui sont un peu creux. Bon, ils sont très riches, il y a plein de choses très riches, c'est très chouette, mais j'aurais aimé un peu plus de choses. J'espère très clairement voir venir du contenu additionnel sur ce Mario, et mon petit Moua me dit que ça ne devrait pas tarder. Mais j'ai envie de continuer à voyager avec Mario Odyssey parce que effectivement le plaisir est là, et ils ont la possibilité de créer des nouveaux mondes avec des nouvelles transformations, des nouveaux ennemis, et continuer l'odyssée en fait de Mario très clairement. Petit point noir à mon sens, les musiques. Les musiques. Mario Odyssey passe totalement à côté de ça, hormis le thème principal qui est remixé un petit peu plus tard dans Donk City. Certaines musiques, la première de Cascade, je crois que c'est Falls, je me souviens plus exactement, je mélange français et anglais, c'est une catastrophe, je suis désolé. Le premier niveau avec le tyrannosaure, la musique est fantastique. Globalement, après, les autres musiques sont pas terribles. D'ailleurs, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont dit ouais, les musiques sont géniales, machin et tout. Moi, c'est tout ce que je déteste. C'est des musiques de films où il n'y a pas de rythmique, il n'y a pas de ton. Moi, j'aime Mario pour son côté cirque, son côté festif. J'aime les musiques de Mario, autant dans Mario Land que dans Mario Bros. Et je suis très heureux parce qu'apparemment, un concert dédié à Mario, aux musiques de Mario, on va pouvoir enfin rendre à César ce qui appartient à César. Koji Kondo, qui est probablement à mon sens, pour moi, le meilleur compositeur de jeux vidéo. Pas parce qu'il bosse chez Nintendo, non, pour la simple raison, c'est parce qu'il a tellement composé de titres mythiques entre les Mario, les Zelda, les Kirby, les Fire Emblem, pour Smash Bros, pour Star Fox, Metroid et j'en passe, qu'il est beaucoup plus riche, à mon sens, que d'autres compositeurs. Mais ça, encore une fois, ce n'est que subjectif. Je terminerai, bien évidemment, parce qu'il faut quand même avancer cette année avec un monstre qui a été un peu décrit, mais on en parlera un petit peu plus tard, Xenoblade. J'ai fait une petite quarantaine d'heures au premier Xenoblade sur Wii. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fini le jeu parce que c'est difficile d'accorder autant de temps aux jeux vidéo. Vous allez voir, on en a parlé dans cette vidéo aussi de cette problématique. Il était vraiment pas Jojo aussi, très clairement. Les contrôles n'étaient pas forcément avec la Wiimote, avec la manette un peu pro, qui n'était pas terrible. Bon, cela n'empêche, ça n'enlève en rien la qualité extraordinaire du jeu. Et puis, quelques années plus tard, j'ai découvert Xenoblade Chronicle X, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, un jeu qui m'a marqué, qui me marquera, je referai, et surtout sur Switch, je le referai. Parce que, effectivement, il a une niaiserie à la japonaise, mais moi, ça ne me dérange pas. Si je joue à un jeu japonais, c'est pour avoir ça. Si je joue à un jeu occidental, c'est pour avoir aussi la niaiserie occidentale, parce que la niaiserie est la même, avec des visions différentes, mais tout est très caricatural de chacun des côtés. Il n'y a pas, moi, à mon sens, une culture plus intelligente ou meilleure qu'une autre. Bref. Donc, on passe ces côtés-là. Moi, les boobs, les strings et tout, ça, je m'en contrefou. Le côté féministe abordé, je vous trouve au propos, hors sujet. Il y a quelque chose de culturel dans tout ça. Bien ou pas bien, c'est un autre débat. Bon, soit. Parlons un peu du jeu. Le jeu est superbe. Je n'ai pas peur de le dire, moi je le trouve magnifique. La direction artistique corrige effectivement les tares du développement, parce que ce n'est pas la console qui est responsable, très clairement, et pour avoir discuté avec une personne qui est proche du développement il y a quelques semaines, c'est le temps qui a manqué à Monolith pour faire Xenoblade. Et en fait, ça c'est très bien que je puisse en parler, parce que aucun n'en a vraiment parlé, mais le temps peaufiné
corriger, c'est ce qui fait qu'un jeu passe de bon à exceptionnellement bon. Ce Xenoblade passe peut-être à côté de l'exceptionnellement bon à cause d'une technique pour un grand public, pour un public qui est très exigeant quand on parle de forme. Bon, ce Xenoblade, eh bien, moi je le trouve vraiment magnifique. Il est riche, il est beau, c'est une des plus belles orchestrations musicales que je n'ai jamais entendues. Le character design, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas. Effectivement, je trouve les nénettes super bien foutues. Les mecs super sympas, c'est joli. Alors oui, c'est japonais si vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais bon, moi j'ai envie de m'immerger dans autre chose parce que ça va bien 5 minutes. Mais les Witcher 3, les Game of Thrones, les Seigneurs des Anneaux, même si j'aime une grande partie de ça, il n'y a pas de problème. Mais on n'a que ça quand même globalement. Donc c'est bien d'avoir de temps en temps des jeux comme Persona 5 ou Xenoblade qui nous apportent un petit peu ce qu'on appelle la japonaiserie, mais qui moi me plaît, basta. Bon, le système de combat, c'est une machine de guerre, ça je ne vais pas vous le cacher, mais c'est le charme et la profondeur des Xenoblade. En fait, vous en avez pour votre temps investi dans le jeu, parce que plus vous allez aller dedans, plus vous allez comprendre le système, plus il est absolument incroyable. Et je ne peux que vous inciter à aller voyager. Petite mention, moi je trouve, aux voix japonaises. Pour une fois, elles sont dedans. C'est génial d'avoir ces voix japonaises. Vous les mettez en sous-titres japonais pour ceux qui arrivent un petit peu à lire, ou après en français si vous n'avez pas de connaissances. Mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Que dire? Mais quelle belle fin d'année. Et on sait qu'il y a un DLC qui va étendre un petit peu cette aventure. Bon, il faut déjà aller au bout de l'aventure, parce que c'est la problématique globalement des jeux monolithes, il faut aller au bout de l'aventure. Je vous disais juste précédemment, quand même, qu'il y a quand même aussi des explications à pourquoi le jeu n'est pas terminé. Monolith a été effectivement très présent sur le développement de Breath of the Wild. On sait que ce Xenoblade 2 a démarré quelques mois en amont de Xenoblade Chronicle X. Donc vous imaginez 2 pipes à créer. Donc 2 pipes, c'est le pipe de création, c'est avec votre team en fait. C'est de A à Z en fait, comment vous allez faire votre jeu de A à Z, comment vous organisez. Donc là, il faut créer un deuxième pipe, même s'ils ont repris probablement une partie de leur pipe parce qu'ils font que du RPG. Mais bon, c'est quand même 2 monstres en même temps. Il faut diviser les équipes. Puis ils ont été sollicités aussi pour les DLC de Breath of the Wild, notamment sur le deuxième. Donc c'est ce que j'ai appris là tout récemment. Et puis, je peux vous le dire, ils travaillent sur un monstre de RPG, d'action RPG, pardon, monstrueux. Ça ne sera probablement pas montré cette année, mais ce sera annoncé en 2019. Je ne sais pas quand ça sortira, mais c'est un monstre. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs des concept art qui ont été montrés officiellement. Il y a eu des offres d'embauche régulières. D'ailleurs, ils embauchent quelques postes occidentaux dans leurs équipes pour créer plus de subtilité pour que le marché occidental puisse se retrouver un petit peu plus facilement. Donc, effectivement, ce Xenoblade Chronicle 2, Xenoblade 2, pardon, il a la dure tâche d'arriver en fin d'année, de voir sortir, et puis que l'équipe a travaillé sur plein de projets en même temps. Ça se ressent un petit peu, c'est vrai. Même si je crois, je ne suis pas sûr à 100%, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs patchs qui arrivent à la rentrée de janvier sur le jeu. D'ailleurs, félicitations à ses ventes, parce que c'est celui qui se vend le mieux pour l'instant, et donc du coup, c'est encourageant pour la suite. Et bien voilà un petit peu l'année en rétrospective concernant les jeux Big N. Deuxième point maintenant de cette vidéo, parce qu'on avance, eh bien, c'est Nintendo ne fait pas les choses comme tout le monde, globalement, c'est ce que l'on observe. Ils ont refusé longtemps de faire des conférences, puis là ils en font une, puis après à l'E3 il n'y en a pas, ils font avec des Nintendo Direct. C'est un Nintendo qui vole, qui va un petit peu comme ça à gauche, à droite, qui teste, qui regarde, qui observe, parce qu'ils sont en cours de transformation ou en cours de mutation vers une société un petit peu plus large qu'une simple société japonaise. On l'a vu notamment avec les nombreux partenariats qu'il y a eu cette année. Il y a eu Vance, il y a le truc Universal Studios, il y a de nombreux studios d'animation et de films qui sont en pourparlers depuis longtemps avec Nintendo, notamment Netflix, Amazon, Legendary Pictures,
et j'en passe, qui sont en train de discuter pour adapter certaines choses de l'univers, et c'est Shigeru Miyamoto qui s'occupe de toute cette supervision. C'est pour ça que on ne voit quasiment plus dans le jeu vidéo. C'est là, il y a eu la belle transition avec 11 ans d'écart. Il y a 11 ans, on avait la sortie de Twilight Princess, avec Miyamoto qui venait sur le stage à l'E3, qui brandissait l'épée et le bouclier de Link. Et puis là, au Game Award, ça y est, la transition a été actée, définitivement. C'est Eiji Aonuma-san qui, aujourd'hui, a la responsabilité claire, nette, au public. Ça y est, c'est montré, de Zelda. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs pour des Japonais, comme quoi les choses changent, il est venu avec une partie de son équipe, le nouveau directeur de Breath of the Wild. Félicitations pour ton travail extraordinaire. Tu n'écouteras probablement pas cette vidéo, mais si un jour nous nous rencontrons, je te le dirai en face. Alors, on va parler de certains points concernant justement Nintendo ne fait pas les choses un peu comme tout le monde. Effectivement, là où Sony et Microsoft, notamment sur cette génération, se concentrent beaucoup sur les grosses IP intellectuelles, les propriétés intellectuelles, connues, Star Wars et compagnie, sur les gros deals tiers, Nintendo se concentre sur les indépendants. Et en fin de l'année, les 2 fins d'année de Wii U, on voyait à Nintendo aller chercher les indés, discuter avec eux, écouter leurs retours, que le kit de dev de la Wii U c'était cata, que les prix appliqués, le manque de souplesse sur le store de l'eShop de la Wii et de la Wii U était vraiment pas bon. Et Nintendo écoute, sont un peu lents, mais ils écoutent et puis prennent les notes. Et j'ai envie de vous dire, s'ils sont un peu lents mais qu'ils font les choses très bien, ben ça valait le coup quelque part. Et là, on voit effectivement une explosion de jeux indés sur cette console. J'en ai compté cette semaine une vingtaine. La semaine dernière, il y en avait 12. La semaine précédente, je crois qu'il y en avait 6. La semaine d'avant, il y en avait 11. En fait, il en sort comme ça. Quasiment tous les jours, il sort des jeux sur Nintendo Switch, sur le store de la Nintendo Switch. Premier point où effectivement Nintendo ne fait pas les choses comme les autres, et il les promotionne. C'est surtout ça, c'est qu'en fait les comptes Twitter mettent régulièrement en avant, le store met bien en avant tous ces petits jeux qui sont beaucoup moins mis en avant sur le store PlayStation, notamment le store Xbox. Je ne joue plus à la Xbox, pas que j'aime pas la Xbox, mais bon, il n'y a pas grand chose, donc c'est pas là. Mais que je regarde le store PS4 qui est quand même, on met quand même des belles figures de proue, on met les marques connues, on montre toutes les choses qui sont plus connues sur le store. Ensuite, on a cette explosion de tous ces jeux qui sont mis en avant. Je vous parlais notamment de Grace Explosion, de Kamiko, Mr. Shifty, Slain, SteamWorld 2 qui est sorti, qui est très très bon, Don't Knock Twice, Wonder Boy, Worms, et puis là tout récemment on a des gros succès qui arrivent comme notamment Rocket League, il y a eu Overcooked, et puis je ne sais encore tellement il y en a. Je pourrais vous montrer moi sur ma console, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai pas mal. Je peux vous dire j'en ai pas mal. Donc on a... ouais, il y a eu du très bon. Ouais, moi j'ai eu des coups de cœur que je vais vous dire. Par exemple, j'ai adoré Thimbleweed Park, c'est un vrai bijou. Yono, avec le petit éléphant, c'est super mignon. Si vous avez des enfants, je pense que c'est le top. Mais c'est très très bon. Oxenfree, c'est très très bon. Phantom Trigger, j'ai trouvé ça très original. C'est pas un jeu de l'année, mais c'est très original. Petite mention pour Thumper, donc il est sorti aussi sur d'autres consoles, je pense qu'en VR il doit bien dépoter. Et puis petite mention sur The Flame in the Wood, c'est génial, c'est une sorte de survival, c'est riche, c'est chouette, c'est juste topissime. Félicitations à toutes ces petites équipes qui chaque jour très clairement sacrifient tout pour sortir leurs petits jeux. Alors certains y arrivent de façon soutenue financière par des indépendants, soit par des investisseurs extérieurs, soit par des Kickstarter, soit par des investissements personnels. Bref,
félicitations à toutes ces équipes qui sortent tous ces petits jeux. On n'en parle que trop peu, à mon sens. Je ne parle pas des jeux, je parle de ces gens, des gens derrière. C'est ce que j'aimerais que l'industrie devienne dans les années à venir. Donc, comme je vous le disais, on a un E3 où Nintendo se concentre globalement que sur Mario. Encore un exemple qui ne font pas les choses comme les autres. Regardez, Metroid, ils annoncent Metroid Prime 4. Ils font un bout de teaser, ça dure 10 secondes. Un autre éditeur a fait la même chose, il se serait fait défoncer. Est-ce qu'il y a une certaine forme de tolérance plus côté Nintendo? Peut-être, probablement même, parce que c'est une marque un peu ancestrale dans le jeu vidéo. Mais globalement, ils vont jusqu'au bout dans le faire différent. On ressent un petit peu ce leitmotiv qui était à la GameCube, le faire différent. Regardez les Game Awards, c'était très sympa. On a eu quand même pas mal de voir première, même si j'ai passé un petit coup de gueule sur Twitter en disant que c'est plutôt une cérémonie de promotion pour les publishers, globalement, alors que c'est censé être des prix qui vont plus aux devs. Pour le coup, je préfère DICE, pour avoir assisté à DICE, avoir fait DICE, c'était un très très beau moment justement, parce que là, c'est les créateurs qui prennent à Vegas, c'était super. C'est pour les créateurs directement. Bon, et là, on a Régie encore, avec, il nous montre le portage 1-2 Bayonetta. Bon, super, génial, c'est top. Moi, j'ai fait les deux, je suis content. Je ne sais pas si je les referai, je pense pas. Même si le collecteur est assez mignon et c'est sympa. Puis bon, je suis très très fan de Bayo, mais bon, bref. Et puis là, il nous fait la phrase. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ce One More Thing. Quand il dit à Geoff Leigh, attends, tu crois quand même pas que je suis venu là juste pour ça, pour un truc? Non, allez, hop, Bayonetta 3, super. Jusqu'au bout, en fait, ils prennent un petit peu à contre-courant. Tout ce qui par rapport à ce que font les autres. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait ils l'ont toujours fait. Que ça marche, qu'une console marche, qu'une console ne marche pas, ils ne changent pas de ligne directrice, ils vont là où les autres ne vont pas. Et je trouve ça très culotté, avec les risques que ça comprend, bien évidemment. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais j'avais envie de faire un petit point et de souligner, souligner ça. Bon, là, on est dans la partie, là, je vous ai cité quelques indépendants, bien évidemment. Là, sur Nintendo fait-il des choses différentes, on va parler un petit peu, je vous ai montré, mais j'avais envie aujourd'hui de vous parler, parce que j'en ai parlé un petit peu en interne, parce que vous êtes nombreux à nous poser cette question. Vous avez été plus d'1 million, globalement, avec les 3-4 vidéos qui ont été partagées. Des saisons du paradis, de Seasons of Heaven, les amis. Et je sors un petit peu de ma tombe, bien évidemment. Encore une fois, je vais me mettre un petit peu en recul dans les mois qui arrivent, parce que c'est d'autres personnes du studio qui vont parler. Mais je voulais vous donner quelques explications. Vous avez été nombreux à me demander, à nous demander. La première, c'est pourquoi la Nintendo Switch et pourquoi une exclusivité? Alors, c'est pas parce que Nintendo a financé le jeu. C'est pas cette raison-là, parce que Nintendo n'a pas financé le jeu, mais c'est parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on est une petite équipe, une toute petite équipe, eh bien, il faut faire un choix. On a PS4, Xbox One, PC, et puis cette nouvelle Nintendo Switch. Bon. Eh bien, parce que c'est difficile d'avoir les moyens financiers de sortir un jeu sur 3-4 consoles, parce qu'il faut porter, il faut des ingénieurs supplémentaires pour porter le jeu. Alors voilà, il y en a qui vont dire, oui, mais alors pourquoi pas sur PS4 et Xbox One? Eh bien, la simple raison, c'est que la PS4 et Xbox One, il y a tellement de jeux en concurrence, tellement de jeux dans cet esprit-là, qu'on s'est dit, eh bien, on va aller sur Nintendo Switch, parce que il y en a pas. Il n'y en a pas, même s'il y a RAM qui est sorti depuis, mais globalement, il n'y a pas ce genre de jeu sur la Nintendo Switch. Ça a toujours été notre optique depuis le début qu'on a travaillé sur Sense of Heaven, quand on a rencontré Nintendo, quand on a discuté avec eux. Et puis, parce que aussi, on est des humains, on peut avoir certaines préférences, bien évidemment, même malgré notre très très bonne relation avec Sony, eh bien, on s'est dit, allez, on va sur Nintendo Switch. Et puis, sans vous cacher, les investisseurs derrière aussi voient le succès grossissant de la console et se disent, tiens, ça peut potentiellement nous rassurer ou pas. Mais voilà, les investisseurs, c'est un autre débat parce que ça rentre, ça sort, ça part, ça revient, c'est très complexe. Bref. Deuxième point que je souhaitais aborder, c'est que beaucoup nous ont dit, mais
vous n'avez pas eu l'autorisation de Nintendo, vous avez pu montrer le jeu comme ça avant même l'arrivation de la console. Moi je vous le dis, nous avons eu l'autorisation de Nintendo pour révéler les Saisons du Paradis et de dire que ça ne sortirait que sur Nintendo Switch. La seule condition sine qua non de Big N était de ne pas mettre le logo Nintendo Switch sur notre trailer. Ça a été la seule condition sine qua non. Donc que ce soit clair, voilà. Alors c'est vrai que ça fait presque un an c'est quasiment un an que je n'ai rien pu dire parce que je ne pouvais pas parler, je n'avais rien le droit de dire. Donc voilà, c'est la raison. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, Dragon Quest XI avait été annoncé quelques jours avant ou après, je ne sais plus. Il l'avait annoncé sur Nintendo Switch, mais il n'y avait pas le logo Nintendo Switch. Les logos Nintendo Switch, légalement, ne pouvaient apparaître que la première ou deuxième semaine de janvier. Je ne me souviens plus légalement, mais ce n'était qu'en janvier. Et nous avions décidé d'annoncer le jeu pour les fêtes de Noël. Voilà, et nous sommes totalement des indépendants. Donc on fait ça avec passion et on fait ça pour vous, les joueurs au final. Nous, la seule chose qu'on veut à la fin, c'est que le jeu vous plaise. Il se vend pas. Bon ben voilà, c'est pour nous, on aura fait juste le jeu qu'on a dans le cœur et ce qu'on a envie. Voilà pour cette petite escapade autour de Seasons of Heaven, les Saisons du Paradis. Vous entendrez parler assez rapidement. Donc voilà, un peu de patience encore et en soi, merci pour vos soutiens, vos messages, vos pouces et tout, parce que c'est ce qui nous motive, bien évidemment, c'est ce qui nous motive à continuer et puis à nous battre pour rester le plus indépendant, surtout dans une période où les jeux solo, eh bien, je peux vous garantir que c'est l'enfer de faire un jeu solo aujourd'hui. Alors, troisième point, on enchaîne directement sur pourquoi le succès des indépendants. Vous avez vu tous ces indépendants qui marchent, ça se vend bien, des petits jeux. On entend les scores de Wonder Boy, on entend les de Thimbleweed, on a entendu plein de scores. Moi, j'ai entendu les scores de Rocket League qui sont méga extraordinaires pour un jeu qui est déjà sorti il y a un moment et qui s'est déjà bien vendu. Il y a une grosse communauté, le jeu. Et il marche très bien. J'ai entendu les ventes de L.A. Noire, de Skyrim. C'est très très bon. Même Doom s'en sort très très bien. Ils ne sont pas des indépendants, mais bon, globalement, tout se porte bien et je suis content. Les petits indépendants, eh bien, ils ont leur chance. Ils ont leur chance de montrer leur jeu, d'échanger avec les joueurs, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire dans le fond de notre cœur de pouvoir discuter avec les joueurs d'idées, de dire « Ah, j'ai aimé ça, mais ça, j'aurais préféré comme ça, machin, puis toi, ça te donne des suites, des idées, machin. » Extraordinaire. Premier point du succès incroyable des indépendants, c'est l'hybridation du système, cette console qui nous permet de jouer à la fois nomade, où on veut, et à la fois sur le salon, pouvoir jouer comme on veut. Et donc du coup, eh bien, les gros jeux, on va avoir tendance à y jouer peut-être plus sur la télé de salon, les Zelda, les Skyrim, et puis les petits jeux, et pas petits, c'est pas péjoratif, mais les plus petits jeux en termes de durée de vie ou de nécessité d'immersion, eh bien eux, on les joue comme ça, sur son portable, au fond de son lit, dans un train, dans un métro, sur une aire d'autoroute, en forêt, en balade en forêt. D'ailleurs, j'espère que vous irez jouer à Seasons of Heaven en balade en forêt, parce que, ben voilà, vous verrez. Je ne peux pas trop dire. Ensuite, beaucoup de jeux extérieurs aussi à l'univers Big N. Il y a beaucoup de jeux sur le store qui sont déjà sortis sur d'autres plateformes et Nintendo n'avait pas ces jeux-là. Et donc du coup, le succès, de les voir arriver chez Nintendo et le petit fantasme de se dire « Mais attends, mais t'imagines, j'ai une console où j'ai Mario, j'ai Zelda, j'ai Rocket League, j'ai Wonder Boy, j'ai Grace Explosion, j'ai Kamiko, j'ai Mr. Shifty, j'ai Doom. » Et puis il y en a plein d'autres qui arrivent. Là, il y a Outlast 1 et 2 qui arrivent, il y a le 3 qui est en préparation, il y a Layers of Fear, il y a Don't Knock Twice, bref, il y a plein de tous ces jeux, Perception, tous ces jeux en final, qu'on n'avait pas le droit, nous, globalement, alors nous, je sais pas nous, moi personnellement, mais vous, les joueurs Nintendo, plus Nintendo, eh bien cette fois on les a. Donc en fait, le dernier qui manque, c'est GTA et Call of. Mettez GTA et Call of et globalement, vous avez toutes les expériences du jeu vidéo sur votre Nintendo Switch, ce qui est quand même extraordinaire, ce que vous n'avez pas chez Sony. Alors vous aurez bien évidemment pas les exclusivités Sony et Microsoft, encore heureusement, mais ce que je veux dire, tout le catalogue tiers, eh bien petit à petit arrive. Et mention spéciale à la fameuse app Rainbow, Rain, qui va arriver, qui a l'air extrêmement intéressante.
Ensuite, eh bien aussi pourquoi le succès? Pourquoi tant d'indépendants viennent? Pourquoi tant d'éditeurs sont en train de porter leur jeu? C'est parce que Nintendo, et ça je peux vous le dire, est extrêmement à l'écoute, fait des propositions très rapidement concernant le marketing, le partage, les tarifs de mise en ligne, la discussion qu'il y a avec NOE ou NOA ou NCL, en fonction de là où vous vous situez dans le globe quand vous êtes développeur. Eh bien, c'est facile, c'est friendly, c'est sympa, on a envie, on s'amuse, on a envie de le porter, tout le monde a envie d'avoir son icône de son jeu sur cette Nintendo Switch. Il y a ce côté-là aussi qui est en train de prendre en vol chez tous ces petits indépendants qui, ne faut pas l'oublier, crèvent la dalle pour 95% d'entre eux, en chient comme pas permis pour sortir des jeux. Donc, c'est génial d'avoir un endroit friendly et Nintendo a repris le lead très clairement vis-à-vis de Sony et Microsoft, vis-à-vis de la posture officielle face aux indés. Ensuite, comme je vous le disais, la liberté de contenu, Nintendo ne censure plus rien, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, ils encouragent même les portages. Je sais que certaines équipes sont sollicitées très clairement pour avoir tel ou tel jeu, c'est Nintendo qui vient les chercher, qui leur dit on aimerait bien ça, tac tac, on fait tout pour vous, on s'organise, et hop, il y a ce genre de choses qui sont mises en route. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est aussi, faut quand même globalement pas le minimiser, c'est que eh bien, tous ces petits indépendants ne sont pas en compétition avec Big N. Pardon. Quand vous avez, je sais pas, c'est déjà arrivé, un Zelda qui sort en même temps qu'un Assassin's Creed ou qu'un Uncharted, ou un Mario qui sort en même temps que, je sais pas, je vous dis une bêtise, un Red Dead, c'est jamais arrivé avec Red Dead, ça en est. Mais bon, avec soit, ces gros jeux sont en confrontation quand ils sont dans les rayons, très clairement. Et on le sait, historiquement, c'est toujours dur pour les éditeurs d'être face à un jeu Nintendo. C'est toujours dur. Pour avoir travaillé dans le retail, je peux vous le dire, c'est un moment difficile parce que Nintendo a une aura très clairement auprès des joueurs, auprès de la presse, et puis c'est jusque dans le marketing. Donc c'est très difficile, il y a une vraie compétition. On sait que les éditeurs ont souvent été hérités vis-à-vis de ça. Concernant les indépendants, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous avez Nintendo qui est dans les stores, même s'ils sont sur l'eShop bien évidemment, mais ils sont dans les stores. Et dans les stores, vous avez globalement que du Nintendo avec pour l'instant quelques gros éditeurs. Mais les indés, ils sont tout seuls sur le store quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de jeux éditeurs. On n'a pas les Assassin's Creed encore, les Splinter Cell, les Metal Gear, tous ces trucs. Ils arrivent ces jeux, hein, vous inquiétez pas, ils arrivent. Il y a des réflexions de portage, il y a plein de choses qui arrivent. Tous ces jeux sont en pleine réflexion et les éditeurs sont en train de se dire merde, on est un peu pris de court. Bon. Donc les éditeurs, les indépendants, ils sont seuls sur le store. Ils sont seuls, pépère, il n'y a même pas de VOD. Il n'y a même pas de vidéo on demand, il n'y a rien pour déconcentrer l'acheteur, le joueur potentiel, quand il va sur l'eShop. Il y a que des games. Et la plupart des games nous rappellent notre enfance, des jeux d'arcade, des trucs sympas. SNK a fait des soleils avec ses jeux. Bon, c'est extraordinaire. Donc, on va dire que l'âge d'or des indépendants sur Switch, c'est là depuis 3 mois, jusqu'à fin 2019, début 2020. On va vivre un moment beau pour nous, juste pour nous, pour partager nos créations, nos jeux, avec vous, le public. La seule chose que je souhaiterais, moi, personnellement, en tant que dev, alors pas encore maintenant, mais quand notre jeu sera sorti, et pas que pour nous, mais pour tout le monde, évidemment, c'est j'aimerais un retour du Miiverse, parce que je trouvais que ça, c'était assez sympa, les joueurs qui discutaient avec les devs et tout ça, je trouve ça vraiment cool, notamment, puis la communauté entre elles. Mais le online, on en parlera un petit peu dans l'avenir, le dernier point de la vidéo. Ensuite, le dernier point de cette partie, c'est le public plus mature, globalement, sur la Nintendo Switch, plus mature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adultes, il y a beaucoup d'adultes qui jouent sur PS4 et tout ça, très clairement. Mais il y a une explosion sur PS4, Xbox One notamment, de teenagers, qui sont les adolescents, qui jouent aux jeux GTA, FIFA, Battlefront et tous ces jeux qu'on a en ce moment, qui sont qui sont des jeux communautaristes, très clairement, avec leur côté positif et négatif, bien évidemment, c'est pas un jugement de valeur, parce que le GTA Online, c'est super funky, et d'autres sont très bons, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces joueurs-là, leur temps est déjà accaparé sur ces grosses machines online. Et vu que leur temps est accaparé,
leur portefeuille est accaparé aussi, parce qu'il y a les multitransactions à payer, il y a toutes ces microtransactions à la con abominables qui sont à payer. Je comprends les éditeurs, je comprends, encore une fois, les budgets des jeux sont de plus en plus colossales, c'est vrai, mais je trouve on excuse très rapidement quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. Oui, c'est bien que les jeux soient beaux, mais on pourrait très bien avoir des jeux beaux sans continuer à faire des trucs de fou, mais peut-être à réimaginer un peu plus de game design, plus de level design, prendre un peu plus de risques dans notre propre industrie que d'essayer toujours de copier l'industrie du cinéma. Encore une fois, j'adore les productions Quantic Dream. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, bien évidemment, c'est comme tout, mais il y en a des très très bonnes. J'aime les jeux narratifs, Walking Dead notamment, et d'autres, mais pour moi, ça doit rester, à mon sens, un petit segment du jeu vidéo, et il en compose plusieurs. On a le e-sport maintenant, et puis on en a d'autres. Mais il ne faut pas que ce segment-là devienne la norme. Il faut que ce soit plusieurs segments entre eux qui s'influencent et tout ça. Il ne faut pas que ça devienne le cinéma hollywoodien, qui, lui, n'est plus qu'une seule chose en un, c'est normé complètement, et voilà. C'est ce qui me fait un peu peur de temps en temps avec toutes ces productions narratives. Donc, parce que, comme je vous le disais, tous ces joueurs sont occupés sur ces jeux online, eh bien, ils n'ont pas le temps, ce qui est logique, de s'occuper des indépendants sur PS4 et Xbox One. Et donc, du coup, vu que tous ces jeux online ne sont pas disponibles sur Nintendo Switch, du moins, il n'y a pas un tel engouement, FIFA il y est, par exemple, mais Battlefront ou GTA notamment, ou Call of, pour l'instant, ils n'y sont pas, eh bien, ça laisse beaucoup de visibilité aux indépendants, et c'est l'une aussi des raisons pour laquelle les indépendants vont sur Nintendo Switch. Vous avez dans tous ces points-là aussi beaucoup de raisons pour lesquelles nous, EnyArts, on a choisi la Nintendo Switch. Alors vous allez me dire, au début, c'était un peu un leap of faith. C'est toujours un leap of faith quelque part quand on est créateur. D'un point de vue investisseur, le leap of faith est forcément différent, bien évidemment. Allez, point suivant, quatrième point, on va parler des gros, des lourds, ceux qui lancent des mastodontes à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 millions et même 100 millions pour certains de dollars de développement, les éditeurs. N'y aurait-il pas 3 vitesses chez les éditeurs sur Nintendo Switch? C'est ce qu'on va voir. On va essayer de voir ça rapidement. Alors pour moi, il y a les premiers, ce que j'appelle les soutiens. Les soutiens qui sont soit qui ont toujours été là, soit qui ont soutenu rapidement, en faisant un geste d'abord, la console. Je vais parler le premier, Ubisoft bien évidemment, qui collabore avec Nintendo sur ce premier Mario. C'est quand même une première que Nintendo donne comme ça une IP. On ne parle pas du CDI, mais il donne globalement une IP comme ça à un éditeur en dehors de son champ, de sa zone de confort. Il le donne à une petite équipe italienne d'Ubisoft, extraordinaire. On sait que Ubisoft travaille sur plusieurs jeux, bien évidemment, il y a Steep, il y a certains, apparemment, il y a des compiles Assassin's Creed, il y a du Splinter Cell qui arrive, il y a le Steep qui est en cours de développement. D'ailleurs, à mon avis, ils en chient sur le portage, parce que bon, je ne sais pas, mais ça c'est une supposition, mais en tout cas, ça a l'air, il y a du challenge. Et puis, il y aura d'autres jeux. Ubisoft, on ne voit pas Ubisoft ne pas sortir plus de jeux. Ils ont sorti très rapidement Rayman. Je ne connais pas les ventes du Rayman sur Switch. J'essaierai de me renseigner. Je suis assez curieux de savoir si ça s'est revendu ou pas. Cela étant dit, je n'avais pas joué au Kung Fu. Et je vous invite à jouer au Kung Fu Foot avec des potes, avec bière, vodka, bien évidemment. Attention, l'alcool est bien évidemment dangereux pour les mineurs. Et pas que, mais globalement, voilà, un jeu, c'est très sympa, c'est super sympa, tout le monde peut jouer, c'est plutôt cool. Donc le premier, voilà, pour moi, c'est des soutiens. Je nommerai aussi Square Enix, qui très rapidement a annoncé Octopath Traveler, qui a l'air gorgeous, quoi. Le jeu a l'air vraiment magnifique. Il y a eu la démo, moi je n'ai pas fait la démo parce que je n'ai pas envie de faire la démo. Je suis pas très démo, pour être tout à fait honnête, sauf quand j'ai un doute, mais bon, là, après les Bravely Default, je me disais que ce serait forcément voilà, top. Ma femme a fait la démo, elle m'a dit c'était incroyable, c'est magnifique, ça donne envie, c'est beau, c'est joli, les musiques sont top. Ils ont annoncé Lost Sphere aussi, qui va sortir, et très clairement, Final Fantasy arrive. Il y a Kingdom Hearts qui est en très 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 grosse réflexion. Il tourne sur Unreal 4, donc tout ce qui est Unreal 4, c'est beaucoup plus facile à porter sur Nintendo Switch. Donc
Square Enix arrive avec plein de jeux, ça c'est clair. Cette année, ils vont en annoncer, la cadence va s'accélérer. Ils ont tous été un peu pris de court, mais ils arrivent. J'ai entendu apparaître Murder Souls aussi, qui était un jeu d'enquête flic qui était pas mal, c'est très très bien à la console. On peut imaginer les Stranger Things arriver. Stranger Things, moi je suis à côté de la plaque. Bon, vous allez le mettre dans les commentaires parce que voilà. Life is Strange, autant pour moi. Pardon. Life is Strange, ce genre de jeux vont arriver très clairement. Ensuite, le troisième que je voulais citer, c'est quand même Bandai Namco qui, très rapidement, eh bien, a dit on vous sort le Dragon Ball. Le Dragon Ball sort, c'est super fun, je l'ai tellement été décrié, j'ai dû y jouer pour essayer de comprendre, voir pourquoi c'était tant décrié. Bah, moi j'ai kiffé, franchement, je trouve que ça vole dans tous les sens, c'est top. Alors, il y a un engouement malade sur le nouveau, c'est clair. Bon, ça c'est un petit peu la dictature des hardcore gamers quelque part, même si je partage leur engouement sur ce nouveau Dragon Ball, mais c'est un peu la dictature. Ouais, c'est en 2D, c'est bien, c'est machin. Bon, ok, c'est vrai, c'est chouette. Je vais être le premier à le prendre, bien évidemment, mais ce Dragon Ball Xeno 2, eh bien, il est vraiment top. Franchement, il est fun, ça bouge dans tous les sens. Ça ramouille un peu dans la ville, c'est vrai, mais les combats sont très bien. C'est très bien, voilà. Ça a cartonné. Je crois qu'ils sont à 560 000 exemplaires sur le jeu, alors qu'il a déjà été porté je ne sais pas combien de fois. Globalement, ça a scellé l'arrivée de Namco Bandai sur Nintendo Switch. Ils ont annoncé 5 jeux. Je sais qu'il y en a 3 supplémentaires qui seront annoncés aussi. Il y aura du portage, hein, attention, rêvez pas, il y aura du portage. Il y a des belles choses, notamment la semaine prochaine. Il y a un Namco Event. Je peux rien vous dire, vous allez découvrir. C'est très bien, c'est très bien. Il y en a un que je connais bien. Après, le reste, c'est très bien. Ils vont dans la bonne direction, du moins, et le catalogue, c'est ce qu'on veut en tant que joueur, va s'élargir. Et d'une façon exponentielle dans les mois qui arrivent. Ensuite, ça c'est un peu pour moi les trois gros éditeurs soutiens. J'en ai oublié bien évidemment, mais les 3 gros soutiens. Ensuite, je mettrai dans la deuxième catégorie, je mettrai les éditeurs, on va dire, à rentabilité. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais j'ai pas trouvé un titre plus sympa que ça. Ceux dont leur jeu par le passé, n'a pas forcément bien marché. Et n'ayant pas forcément des relations extraordinaires avec Nintendo, se disent on va essayer de discuter avec eux. Et là intervient, par exemple, un exemple très, très simple, Bethesda, qui n'a pas sorti de jeu sur console Nintendo depuis des années et des années et des années. Ils n'ont pas forcément une relation extraordinaire avec Nintendo, d'un point de vue joueur. Je ne parle pas en interne, ça c'est autre chose, mais avec les joueurs. Et puis là, il y a un acte d'amour avec 3 premiers jeux annoncés. Il y en aura 3 autres qui vont être annoncés très rapidement. Et le catalogue s'enrichit terriblement rapidement avec des jeux de qualité, mine de rien. Parce que Skyrim, en portable, j'entends encore des gens autour de moi dire « Oh, j'ai joué à Skyrim, je ne connaissais pas, c'est incroyable ». Et là, ça veut dire que Nintendo a compris effectivement que c'est pas parce que vous avez vendu 15 millions de Skyrim sur PS3, PS4, Xbox ou peut-être 30 millions, je ne sais pas combien ça s'est vendu, qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui n'ont pas joué à Skyrim. Beaucoup de gens, et c'est là où la Switch va, très clairement, c'est aller faire découvrir des jeux cultes, uniques, auprès de nouveaux joueurs aussi. Elle y va. Idem pour Doom. Idem pour le fameux Wolfenstein qui a quand même pris le prix du narratif pendant les Game Awards. Donc ce ne sont pas des jeux n'importe comment. Et puis après, il y a les éditeurs qui n'ont pas forcément touché leurs expectations de vente quand ils sont sortis. Notamment, on parle de Rockstar avec L.A. Noire, qui est l'un des jeux les moins bien vendus de chez Rockstar, même si le jeu s'est bien vendu. Et bien là, ils le sortent sur Switch. Ils l'ont ressorti sur tout, bien évidemment, mais ils le ressortent sur Switch et ils savent que ça se vend très très bien, parce que le jeu se prête très clairement à la console. Il tourne très bien, le portage a été magnifiquement bien fait. Il y a un peu de vieillissant, hein, c'est clair, on va pas se le cacher, il y a des trucs qui sont un peu vieillots, machin, mais tout marche très bien, l'histoire est cool, la mise en scène est bien, bref. Donc il y a ceux à rentabilité qui sont là. Croyez-moi, il y a beaucoup de jeux PlayStation 3, Xbox 360, d'éditeurs, de jeux qui n'ont pas forcément marché, ou qui n'ont pas été au sommet. Eh bien ces éditeurs vont très clairement porter tous ces jeux sur Nintendo Switch très rapidement
pour leur redonner un petit peu un élan, une sorte de deuxième vie, un second souffle quelque part. J'aurais dû appeler ça la catégorie second souffle. Troisième point, je vais les appeler les opportunistes. Les opportunistes qui sont un petit peu, effectivement, ceux qui portent, mais qui n'ont pas le même comportement. Notamment, on va parler de Capcom. Capcom qui est une déception à l'heure actuelle. Je pense qu'ils ont fait un enchaînement d'erreurs. Je n'arrive pas tout à fait à saisir. Je pense qu'il se passe des choses en interne. C'est la raison pour laquelle c'est difficilement saisissable. Mais j'ai réussi à décortiquer certaines choses grâce un petit peu à leur cas. Et leur cas peut expliquer aussi pourquoi eh bien, les jeux Switch sont annoncés souvent un peu après leur sortie sur PS4 et Xbox One. Beaucoup de joueurs, beaucoup de la presse pensent que c'est parce qu'il n'y a pas le temps au développement. Dans certains cas, c'est sûrement le cas. Mais aujourd'hui, dans une majorité, se dessine quelque chose que les éditeurs sont en train de voir. Eh bien, c'est les ventes. C'est-à-dire que pour un Okami, par exemple, Okami n'a jamais fait vraiment des ventes extraordinaires. Il ressort sur PS4 et Xbox One, là, à Noël. Et Capcom sait que s'ils avaient annoncé la version d'Okami sur Switch en même temps, les ventes de Switch auraient cannibalisé les ventes de PS4 et d'Xbox One sur un jeu comme Okami. Parce que l'avantage de cette Nintendo Switch, qu'on le veuille ou non, c'est que vous achetez globalement deux versions en un. Une version salon et une version portable. C'est-à-dire que l'acheteur potentiel portable va prendre Okami parce qu'il le veut, parce qu'il ne l'a jamais eu sur portable. Et l'acheteur de salon, qui soit l'a déjà eu et veut le racheter parce qu'il ne l'a pas fini ou parce qu'il a envie de l'avoir aussi en portable, mais aussi parce que tu as des joueurs qui ne connaissent pas le jeu, ils disent tiens ça a l'air chouette, ça s'y prend, vu que c'est un nouveau public qui est en train de se lisser sur Nintendo Switch, eh bien c'est un jackpot, c'est un bingo pour Capcom. Mais Capcom est très vicieux ou est très bon analyste et se dit non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la version PS4 et Xbox One pour qu'ils se vendent. On fait croire aux joueurs que le jeu ne sortira pas sur Nintendo Switch. Bon, les gens vont acheter sur PS4 et Xbox One. Ça va faire des ventes. Et puis, d'ici quelques semaines, mois, Capcom va nous dire Okami arrive enfin sur Nintendo Switch. Pour la première fois en portable, il arrive sur Nintendo Switch. Avec probablement un amiibo ou un contenu, ou peut-être même l'annonce d'une suite tant rêvée par les fans. Tout est question de stratégie, de perception, de vente. Il n'y a rien de tout blanc et de tout noir. On est dans un gris permanent. Et ces éditeurs, ce que j'appelle un peu les opportunistes, ont très bien compris. Ce n'est pas une critique opportuniste. C'est pas une critique. C'est juste une observation. Ils ont besoin de faire tourner leur boîte. C'est ce que je le comprends, encore une fois, très clairement. Mais bon, ça manque un peu de délicatesse. On prend les joueurs un petit peu pour des ânes. Parce que je discutais avec des amis l'autre jour, ils me disent ouais, moi je vais le prendre sur PS4, puis quand il sortira sur Switch, je le reprendrai sur Switch. Décidément, on est des vaches à lait ou quoi? On est des vaches à lait. Alors, je sais qu'on est dans un monde de consommation extrême avec ce néolibéralisme, ce néo-capitalisme d'une violence absolue, mais globalement, quand même, bon. Voilà un petit peu cette observation sur les éditeurs. Avant de passer au point suivant, on va un dernier mot sur les éditeurs. Les éditeurs arrivent massivement, beaucoup de jeux arrivent de tout horizon. Nintendo va garder une cadence de eux en interne d'un jeu par mois sur leur plateforme, et pour l'instant ils y arrivent. Et les tiers vont arriver avec des gros jeux tous les mois. Alors oui, des portages. Je ne suis pas spécialement pour, j'ai toujours dit, je ne suis pas un pro-portage, ça me gave. Le portage, je le tolère s'il y a 5, 6 ans, 10 ans entre l'original et puis le remake, personnellement. Après, je ne suis pas un dictateur non plus, je me dis, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas Elle est Noire, il y a plein de gens qui ne connaissent pas tel jeu ou tel jeu. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas, vous ne l'achetez pas dans l'absolu. Mais globalement, le catalogue va s'enrichir de façon dithyrambique. Point suivant, on avance dans la vidéo, les amis. Point suivant, et la technique dans tout ça. Et les fameux
graphisme ou graphique, comme disent certains dans les fameux graphismes, la fameuse tech, les résolutions, le HDR, le 4K, le 1080, les 60 images par seconde, les 30 images par seconde. Bon, ça devient terriblement pénible, terriblement lourd. Et là, je ne parle pas pour la Switch, parce que personnellement, moi, je m'en fous. C'est catastrophique pour, globalement, l'industrie de n'avoir, et je ne dis pas que pour l'industrie, mais pour tout le modèle social dans lequel on vit. Nous ne faisons que de nous intéresser à la forme au lieu du fond. Putain de merde. Désolé, j'étais obligé de lâcher ça tellement ça me gave. C'est une représentation de notre société, effectivement, qui est abominable. On le voit à la télévision, la musique, tout. On est toujours dans la forme. Il faut y mettre les mots, il faut y mettre la forme, on peut rien dire de choquant, parce que sinon, machin, si tu dis pas un truc qui est mainstream, tu te fais défoncer. On a eu le droit ça pendant toute l'année, quoi. Toute l'année, on a eu le droit à ça. Je ne veux pas rentrer dans certains débats, dans certains discours, mais on a une certaine forme de la police de la pensée qui nous est instaurée. Et dans le jeu vidéo, la forme de la police de la pensée, eh bien, c'est ça, c'est la tech. C'est les graphes, les 4K, les machins, Bon, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas besoin, qu'il n'en a pas besoin de technique, parce que le jeu vidéo est technique intrinsèquement dans sa création. C'est de l'art et de la prog qui se mélangent et qui créent le jeu. Donc oui, on en a besoin, mais regardez une représentation d'une tech. Un ami à moi qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps disait un truc. La tech, c'est pas que les 4K, c'est pas que le HDR. Regardez ce qu'ils ont fait avec Zelda. La tech, c'est le moteur. C'est ce que les joueurs ne voient pas, mais c'est ce que les joueurs se servent, utilisent, font. La tech, c'est ça la tech. C'est pas ce foutu HDR, ce 4K, ces machins. Oui, c'est un confort. C'est un confort supplémentaire, mais c'est comme si je disais que j'avais des grippes en plus sur ma manette pour pas transpirer, que d'avoir un jeu un peu plus fin. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est le fond, c'est le moteur. Le game design, le level design, la narration même. Mais tout ça, la musique, ça c'est l'essence. Le 4K, parler que de ça, je les vois, ces vidéos qui me gonflent. C'est toujours la même chose, c'est le même débat que l'on a depuis des années, mais putain, sortez-vous les pouces du cul et arrêtez de parler de ça, c'est ridicule. Ou quand on en parle, on en parle de temps en temps, mais en fait c'est que ça génère tellement de vues et d'intérêt auprès des joueurs que ça devient terrible. Et chez ça se transpire même chez les développeurs. J'entends des fois des développeurs qui arrivent, qui n'ont pas d'expérience, pourtant j'ai pas une grande expérience du tout, je suis un bébé moi dans tout ce truc. Et qu'ils arrivent, le premier qui disent, putain, est-ce que notre jeu il va tourner en 60 et en 4K? Attends, je t'arrête tout de suite. Est-ce qu'on pourrait pas parler plutôt de comment on crée la magie, c'est-à-dire les corps mécaniques avec la narration c'est ça l'essence du jeu. C'est pas, ouais, il faut que ça tourne en 60, en 1080, en 4K, il faut le HDR, machin. Bon. Les éditeurs et certains constructeurs ont très bien compris que ça faisait des vues et que pour le très grand public et pour une tranche de joueurs élitistes, eh bien, il n'y a que ça. Ouais, t'as vu, j'ai le jeu le plus beau, moi, ça brille, t'as vu... c'est que ça, c'est ça la problématique. On est là-dedans, on est dans ce cheminement intellectuel déplorable qui, moi, m'exaspère. Encore une fois, la technique, ce n'est pas les graphismes. Sortez-vous ça une bonne fois de la tête. La technique, c'est le cœur du jeu, c'est sa programmation. Comment il a été programmé, comment on a mis en place, comment on a designé, créé le moteur, ou même comment on a utilisé un moteur existant pour pouvoir l'adapter à nos idées, à pouvoir mettre ça en place, pouvoir tester, prototyper plusieurs fois. C'est tout ça, bien évidemment. Le beau, l'aspect beau, tout ça, vous en conviendrez avec, je pense, une majorité d'entre vous, que ça passe plutôt par ce qu'on appelle la direction artistique, ce qui sort du cœur, de la vision des artistes. Alors, la technique dans tout ça, ce qu'on remarque en revenant sur la Nintendo Switch, c'est que c'est une console très malléable d'un point de vue dev. Les grands moteurs sont compatibles sur la console, avec des hauts et des bas, bien évidemment. Mais globalement, avec les gens que je discute autour de moi, en prog, les ingés, globalement, c'est du très bon. Ce n'est pas aussi facile qu'une PS4,
sur certains aspects, c'est vrai, ou qu'une Xbox One, ou que sur PC, bien évidemment. Mais on est à des années-lumière de ce qui se faisait chez Nintendo par le passé. Ensuite, parlons d'Unreal 4. L'optimisation est vraiment très bonne d'Unreal 4. Le soutien d'Unreal est là, définitivement. Ils vous prennent la main, on peut discuter, c'est assez facile. Les mises à jour, ça suit. Bon, il y a des problèmes, bien évidemment, mais globalement, ça marche très facilement et on peut faire de très belles choses très rapidement sur le jeu. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Et ça continue à s'améliorer. Il y a un vrai soutien et ça, c'est fort. Ensuite, voilà, pour conclure ça, on peut porter effectivement des jeux PS4, PC One sur Switch. On a eu un exemple avec Doom, avec quelques sacrifices. Mais encore une fois, c'est leur premier jeu. Ils testent de voir. On va le voir. Ce qui va être intéressant, c'est de voir avec Wolfenstein 2, parce que c'est un jeu PS4, Xbox One, s'il aura effectivement les mêmes tares que Doom, c'est-à-dire ce problème de flou, parce que globalement, le reste, c'est pas très grave. Ça tourne effectivement en 30 au lieu de 60. Moi, je trouve 60 injouable, parce que j'avais testé sur PS4. C'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop fluide. Après, je comprends, ceux qui ont joué en 60 ne peuvent pas y rejouer en 30. Bon, ok, très bien. Moi, j'aime les choses un petit peu plus... J'aime le 30, j'aime le 30, j'aime le 30, je trouve que c'est une bonne norme. Le 60, c'est très très fluide. C'est extraordinaire pour des jeux de sport, par contre. Ça, c'est bon, aucun ressenti personnel. Encore une fois, c'est nos yeux, notre cerveau, comment il interprète ce qu'il voit. Et encore une fois, non. Et là, je vous donne un exemple très concret. J'ai fait tester Doom sur PS4 à des amis et Doom sur Nintendo Switch à des amis. Ils n'ont vu aucune, mais alors quand je vous dis aucune différence, c'est aucune différence. Il a fallu que je leur dise, mais tu ne trouves pas que c'est un peu plus flou, machin? Puis après, il dit, ah oui, si, t'as raison, effectivement, c'est un petit peu plus flou. Mais il n'avait rien pas vu. Le 3060, il ne voyait pas. Je vous rassure, il ne voyait pas du tout la différence. Donc, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la technique est suffisante sur la console? Moi, je pense qu'il y a certaines choses qui sont un peu limites, c'est vrai. Mais bon, est-ce que ça fait le job? En tout cas, ça fait le job pour le moment. Et puis ne pas oublier qu'il y a quand même un compromis énorme entre l'aspect nomade et télé. Il faut quand même qu'à chaque fois ça fonctionne le mieux possible là-dessus. Et là, vous allez voir qu'on va passer à un point qui picote un peu. Unity. Parce que j'ai tout entendu et ça me gonfle pareil. Faites votre job, bon Dieu. Unity, le portage de Rime, tout le monde dit c'est une cata, machin, les équipes derrière, c'est des glands, ils savent pas bosser, c'est des... Ah putain, ça me fait chier. C'est toujours la même chose, on est toujours obligé de mettre ça sur le dos des devs. Pas un, c'est poser la question, pourquoi Rime mettait autant de temps à sortir? Pourquoi Yooka-Laylee mettait autant de temps à sortir? Simplement, ni plus ni moins, c'est qu'il y avait des problèmes avec Unity et la Switch. Le moteur ne fonctionnait pas convenablement, il y a eu plein de problématiques pour porter le jeu. Et Rime en a terriblement souffert. Et les investisseurs derrière Rime n'ont pas permis à l'équipe d'aller plus loin dans le dev. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que des fois, il y a des avantages à tout. Des fois, on critique, le publisher peut tout financer le jeu, mais vous êtes obligé de faire quelque part globalement ce que le publisher veut. Si vous avez des investisseurs indépendants, et ces investisseurs vous disent il faut que le jeu sorte à tel moment et ils coupent les vivres, il faut qu'il sorte parce que il sort dans l'état et c'est ce qui arrive à Rime là, notamment sur Switch. Ou soit vous avez Kickstarter, où là c'est les joueurs qui financent, et ça, il y a des choses merveilleuses qui se passent, mais vous êtes stressé au départ pour le faire. Globalement, les trois modes de financement sont catastrophiques, sont délicats et difficiles pour le développeur, lui, qui en fait, il est derrière l'ordinateur toute la journée. Et il n'a pas forcément la stabilité. Donc, s'il vous plaît, un peu de gentillesse, un peu de délicatesse avec ce portage qui, effectivement, est en dessous de ce que l'on espérait, même s'il y a eu une belle mise à jour. Et il y en aura une qui doit arriver, ce que j'ai compris, en janvier aussi, qui devra corriger quelques problèmes de résolution, notamment en mode portable. Parce que sur télévision, ça va. Ça va. C'est pas fou, hein, mais ça va. Franchement, ça va. En portable, effectivement... Là, ça pique un peu, et c'est pas Xenoblade, j'ai entendu des comparaisons, j'ai dit non, alors, Xenoblade, il faut arrêter les conneries, Xenoblade, c'est quand même l'un des plus gros RPG jamais sortis au monde, qui tourne sur une portable. Donc, il faut relativiser, et la résolution, elle n'est pas du tout du niveau de Rime, qui lui a fait ces problèmes-là.
Et là, donc, je vous parlais aussi de Yuka. Yuka sort la semaine prochaine. Donc lui est extrêmement bien porté parce qu'ils ont bénéficié, c'est terrible, de 4 semaines supplémentaires avec une mise à jour Unity qui a changé un peu la donne sur certains aspects et qui leur a permis de faire un portage propre, nickel, et voire même meilleur que sur Xbox One notamment. PS4, je ne sais pas, mais j'ai vu quelques comparatifs avec la Xbox One. Donc, comme quoi. Donc, attention à toujours bien aller vérifier sa source. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez, on nous a dit qu'en Belgique, ils voulaient interdire je sais plus quoi, là, les jeux. Il y a eu un truc, les jeux. Bon, bref, je vous dis des bêtises, je me souviens plus exactement, mais vous reprenez dans les commentaires. Il y a eu un article comme ça en Belgique où le comité belge voulait, je sais plus, interdire les microtransactions ou un truc comme ça. C'était machin. Bon, c'était faux, hein. C'était un hoax. Donc voilà. Donc voilà, la technique, pour reparler un petit peu de technique, je trouve que définitivement le bad buzz autour de Xenoblade 2 n'est pas justifié. Mais non, mais sérieusement les mecs, non, c'est pas justifié. Le jeu est gargantuesque. Tout est parfait dans le jeu, le système de combat est au top, la DA, qu'on aime ou pas, je veux dire, elle est extrêmement soignée. La bande originale est extrêmement soignée, la générosité, l'histoire. Alors elle dure à décoller, c'est vrai, mais une fois qu'elle est partie, mais c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est original. C'est japonisant, c'est vrai, mais c'est beau à la fois. Ça nous change de ce que l'on voit à la télévision, au cinéma et dans beaucoup de jeux occidentaux. Ce n'est pas les différences de culture, nos différences qui enrichissent ce média, bon sang. Si, il ne faut pas retenir simplement les quelques problèmes de résolution du jeu, qui en plus vont se corriger dans des mises à jour. Je suis d'accord de les mentionner, ça c'est le job de ceux qui testent les jeux, c'est vrai. Mais arrêtez de ne parler que de ça ou d'en faire des titres tout le temps. On lit que ça sur la presse américaine, la presse européenne, même la presse française. Sérieusement, un peu de recul, un peu de pudeur, un peu de sang-froid, s'il vous plaît. Bon. Pour terminer, la partie technique, parce que bon, ben voilà, technique, on le sait, c'est pas un cheval de guerre, mais elle porte de la PS3 360. Elle porte des jeux PS4, notamment Doom, puis Wolfenstein qui arrive, et beaucoup de jeux qui sont en cours de portage, qui arrivent. Bon, on sait que c'est pas avec cette console qu'on aura la claque d'un Uncharted ou d'un Death Stranding ou je sais plus, d'un Last of Us 2 par exemple. C'est vrai, c'est pas avec cette console qu'on l'aura. Mais, à mon sens, avec tout ce qu'elle propose aujourd'hui, pour moi, à mon avis, c'est plus une console d'appoint. C'est très clairement plus une console d'appoint. Alors, la console n'est pas la reine de la puissance, comme je vous disais, mais elle permet ce que j'appelle la mobilité extrême, c'est-à-dire que vous pouvez absolument jouer partout, donc ça, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour l'avoir bien compris, mais que c'est ni une console de salon, ni une console portable, elle offre le choix, les deux, et ça ne serait... Est-ce que c'est pas ça l'avenir, quelque part, d'offrir le choix aux joueurs, au lieu d'être bloqué dans le salon, là, comme ça, à monopoliser la télé, ou d'être condamné à avoir un petit écran et jouer toujours dans son coin comme un autiste. Et respect aux autistes, vous savez, en plus que je suis très touché par ça. Donc, ma question, est-ce que c'est pas ça, le futur? La mobilité, de jouer où on veut, quand on veut, à n'importe quel moment, à un joueur, deux joueurs, en ligne, où vous voulez? Mais très clairement, c'est très clairement ça. Et ce qui découle sur notre 6e point, pourquoi la Nintendo Switch peut prendre le lead. Alors, je ne vais pas parler de chiffres, de pronostics, de ventes et tout. Vous avez de très bonnes vidéos sur Internet qui en parlent, notamment une qui a été faite par Julien d'ailleurs, que je trouve bien, elle est très bien, où il parle justement un petit peu du pour et du contre de la console, notamment est-ce qu'elle peut dépasser la PlayStation 4. Mais on ne va pas parler de ça parce que j'ai pas trop envie de parler de ça. On va plutôt essayer de dépeindre un petit peu certains aspects de notre société. Parce que vous savez que j'aime bien parler un peu de ça. Les jeux, globalement, n'ont jamais été si peu finis. Alors,
quand je dis fini, ce n'est pas la problématique que le jeu sort et pas fini. Ça a toujours existé, effectivement. On a eu des périodes où c'était vraiment le cas. On va dire que là, ça va. Mais je dis aussi peu fini, c'est par les joueurs. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à observer, c'est que les joueurs n'ont pas le temps de finir leur jeu. Pas forcément parce que le jeu est mauvais. Oui, dans certains cas, c'est le cas, mais ce n'est pas la cause principale. Il y a tout un ensemble de causes qui sont probablement un peu équivalentes les unes aux autres. Le premier, c'est parce qu'on grandit. C'est parce qu'on vieillit. C'est parce qu'on rentre dans un âge plus mature, supposé plus mature. On rentre dans un âge de responsabilité. Effectivement, quand on a 15 ans, on a le temps de jouer. On a plus le temps de jouer que lorsque l'on en a 30, 35, voire 40, parce que bien il y a le travail, la société, métro, boulot, dodo, le sacrifice de notre boulot, on est concentré toute l'année avec le système sociétal dans lequel on vit. Et donc du coup, c'est une charge quelque part. Nous avons le moins en moins de temps pour jouer à des expériences chronophages. Et en grandissant, on a ces impératifs. Et donc du coup, lorsqu'on grandit, quand on vieillit, c'est de plus en plus difficile de monopoliser la télé du salon, par exemple. Parce que on a une femme et des enfants, ou juste une femme. Ceux qui sont en couple le savent, c'est pas toujours évident de vivre en concubinage ou marié ou autre. Et puis de squatter toujours la télé, de jouer à FIFA, de jouer à Mario, de jouer à Zelda, de jouer à Horizon, de jouer à Quantum Break. C'est pas évident, parce que ça plaît pas forcément à votre ami, copine, conjoint, tout ce que vous voulez. Donc du coup, on se restreint, on joue moins. Ensuite, il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas minimiser, le nombre de jeux vidéo qui sort chaque jour, chaque semaine, chaque année est gargantuesque. C'est-à-dire que nous sommes passés quasiment du simple au x100 en l'espace de 20 ans. Il y a trop de jeux sur le marché, beaucoup trop de jeux. Et donc du coup, dit beaucoup trop de jeux, c'est difficile aussi de les finir, surtout quand ces jeux, pendant très longtemps, ont eu des durées de vie à peu près similaires. C'est vrai que l'époque 360, Wii et PS3, c'est un peu l'apogée des jeux longs, des jeux très longs. Aujourd'hui, on est en train de voir se dessiner tout de même des jeux plus courts, durée de vie médiane, durée de vie longue, durée de vie chronophage. On a un peu de tout pour pouvoir créer des espaces de consommation plus faciles. Parce que si vous avez 5 jeux dans la semaine qui font tous 30 heures, vous allez en prendre qu'un. Par contre, si dans la semaine, vous avez 5 jeux qui sortent et qu'il y en a un qui dure 1h30, l'autre qui dure 8 heures, l'autre qui dure 3 heures, l'autre qui dure 35 heures et l'autre qui dure 150 heures, vous allez peut-être vous dire, moi je prends celui qui fait 150 heures et celui de 2 heures, ou je vais prendre celui de 2 heures, celui de 5 heures et celui de 8 heures. Bien évidemment, vous ne réagissez pas en tant que joueur au nombre d'heures, mais on sait que c'est un facteur aussi que tout le monde observe dans les tests. Combien de temps ça dure, machin et tout. Et parce que tu sais que tu as ton temps, toi, à gérer aussi. Alors quand tu es jeune, tu prends les jeux les plus longs possibles et que tu critiques les jeux rapides, les jeux très courts. Mais plus tu vieillis, plus tu commences aussi à prendre conscience que moi j'aime toujours jouer, mais j'ai plus le temps de jouer au truc. Donc il faut que je joue au jeu qui est un peu plus court. Ce sont des faits. Et je l'ai observé aussi en boutique, très clairement. Aussi un autre facteur qui est pas mis souvent en valeur, c'est il y a une grande similitude entre ce que l'on consomme à la télévision et ce que l'on consomme en termes de jeux vidéo. Est-ce que justement tous ces jeux qui ressemblent de plus en plus à nos séries télé, on ne voit pas une certaine forme de lassitude arriver? On consomme à peu près tout la même chose. Les scénarios, les personnages, les caricatures de ces personnages se ressemblent énormément d'une série télé à un jeu vidéo ou d'une littérature. Donc c'est aussi un point à ne pas minimiser. Il peut exister une certaine forme
de lassitude chez un pourcentage de joueurs parce que tout se ressemble. Et j'appelle ça un petit peu aussi quelque part, on voit les ficelles très rapidement d'un jeu, on rentre dans un jeu, on dit ouais, c'est bon, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ci, c'est la même chose que ça. Bon. Est-ce que la Switch peut devenir lead des consoles? Vous avez vu, j'ai pris le point un petit peu, vous ne faites peut-être pas encore le rapprochement, mais totalement à l'opposé. Dans les autres vidéos d'autres personnes, on va vous parler, il y a les IP Nintendo, tout ça, et ce qui est vrai, je ne vais pas minimiser, parce que c'est clair, ça va jouer énormément, et probablement davantage que ces points-là, je pense. Mais j'avais pas envie d'en parler, parce que ça coule de source. Oui, l'année prochaine, il y a plein de jeux Nintendo qui arrivent, on va en parler dans le dernier point après, mais c'est clair, et c'est ce qui va faire vendre, et vendre, et vendre, et vendre. Mais la Switch, elle a aussi quelque chose, c'est que dans la problématique, dans le premier point, on grandit et tout ça, et bien elle répond à la problématique. On ne peut pas monopoliser la télé, mais on peut jouer portable, on peut jouer où on veut. Donc du coup, il y a une certaine forme d'adaptabilité à la console. Donc vous allez pouvoir peut-être un peu moins jouer sur la télé, vous allez jouer un peu plus dans votre lit, sur les chiottes, dans la salle de bain, dans le métro, dans la voiture, avec des parties plus courtes, effectivement, mais toutes cumulées, vous allez arriver vite fait à des 15, 20 heures, 30 heures de jeu. Et certains jeux sont designés dans cet esprit-là parce qu'ils ont compris cette problématique à laquelle la Switch répond. Ensuite, il y a, bien évidemment, je vous disais, certaines similarités qu'il y a avec les séries et tout ça. La Switch, eh bien, pour l'instant, n'a pas ce genre de jeu. Et donc, du coup, crée une gourmandise, une motivation auprès des joueurs d'aller tester plein de jeux. Je lis beaucoup un petit peu à ce qui se fait à gauche à droite et je vois les joueurs, en fait, les joueurs sont pas si trouillons que ça. Les joueurs, ils aiment l'originalité, ils aiment aller tester si le prix est en fonction de l'originalité, bien évidemment. C'est toujours pareil. C'est toujours difficile de vendre un jeu très très original à 60 €. Mais si tout fait sens, les gens se laissent assez facilement envoûter quelque part. Je pense que la Nintendo Switch, en plus d'avoir eu une année de vente monstrueuse, ils vont arriver à 10 millions, ils visent 15 millions à l'année fiscale. Ils vont mettre 30 millions de machines pour Noël de l'année prochaine, et je pense que ce sera short. Je pense que ce sera short, en fonction de ce que j'entends de certains, je pense que ce sera short. Elle est partie pour effectivement exploser des records pendant 2018, 2019, 2020. Ces 3 années-là, je pense qu'une baisse va arriver en 2020, deuxième partie d'année 2020. Mais les 2 années qui arrivent vont être riches en jeux, en vente, en monopole. Ça va être très très violent et on va voir les autres consoles tout doucement baisser. Ce n'est pas encore le cas de la PlayStation 4, mais elles vont arriver tout doucement à baisser aussi. Mais comme toutes les consoles, elles baissent à un moment donné. Je pense que ce que Nintendo Switch réalise, c'est l'optimisation des hardware. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Bon, ça veut tout dire et rien dire. Mais globalement, je pense que la Nintendo Switch est le premier pas vers un nouvel avenir pour le jeu vidéo quelque part. On en a parlé un petit peu dans cette vidéo, la portabilité, l'hybridation, jouer où on veut. Eh bien, c'est ce que demande, c'est ce que a besoin cette société. Nous sommes dans une société connectée, dans la rue, dans les restaurants, dans notre maison, au bureau. Nous sommes en déplacement constant. Nous n'avons jamais été aussi, comment dirais-je, sédentaires et nomades à la fois. Ce qui est le grand paradoxe, un grand paradoxe. Mais notre sédentarité extrême d'avoir un toit, une maison fixe, construire la famille, est aujourd'hui bouleversée de plus en plus par nos moyens, nos mouvements chaque jour nomades, notre consommation nomade. On consomme tout et n'importe quoi à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. La Nintendo Switch, c'est ça. La Nintendo Switch, c'est la première console
qui permet de faire ça, c'est-à-dire de pouvoir se fondre dans notre société à l'image du téléphone portable. Alors, elle n'est pas aussi utile qu'un téléphone portable, parce que un téléphone portable, ça reste quand même un contact avec ses proches à la base. Mais la Nintendo Switch, c'est le divertissement, le jeu vidéo lié à tous les utilisateurs, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et je pense que c'est l'une des raisons de son succès. Je pense que ni plus ni moins, c'est pas parce que elle est jolie, parce qu'il y a Mario, Zelda, tout ça contribue, bien évidemment, le catalogue, les indés, tout ça. Mais c'est parce qu'elle répond à une demande de notre société. Et quand quelque chose répond à une demande de notre société, eh bien, il passe de simples produits à produits nécessaires. Parce que, quelque part, dans ce monde triste, c'est vrai que le monde est triste quelque part. Moi, je suis pas négatif ou ultra positif. J'essaie d'observer simplement assez froidement. Alors, de temps en temps, il y a quand même de l'émotion, mais le monde est triste. La moitié du monde est en guerre. Les gens meurent de faim dans notre rue, dans les rues en France. On n'a jamais été aussi autant empoisonné alimentairement parlant par l'industrie agroalimentaire. La guerre, comme je vous disais tout à l'heure, bon, ça va pas bien. Est-ce que nous avons besoin de nous divertir ? Eh bien, je crois que oui, quelque part. Je pense que le divertissement, quelque part, dans ses côtés positifs, parce qu'il y a des côtés terriblement négatifs, comme l'abrutissement des masses, comme faire passer des idées mainstream, faire passer les bons pour les méchants pour des bons, ou vice-versa. On retrouve dans le cinéma, on retrouve dans la littérature aussi. Il a quand même quelque chose, c'est-à-dire, eh bien, il accroche un sourire. Et ça, quelque part, c'est peut-être une des plus belles formes d'expression qui existent sur notre planète, chez nous, chez l'espèce humaine. C'est le sourire. Et c'est vrai que quand vous avez un jeune enfant qui allume sa Switch pour la première fois, ou un couple qui joue un one-two switch et puis qui rigole autour d'un verre, ou que vous avez un couple d'amis avec des amis avec qui vous allez jouer à un Overcook par exemple, ou à un Mario Kart, ou que vous avez justement un petit double dragon comme ça sur le store, et puis vous décrochez un Joy-Con, vous êtes dans un café-restaurant ou sur une aire d'autoroute et vous faites un niveau. La Nintendo Switch apporte ça. Elle apporte en fait le sourire dans le jeu, un petit peu à n'importe quel moment. Et c'est sa force. C'est définitivement sa force. Pour terminer cette vidéo, on va aborder le dernier point. Avenir. Boule de cristal. On a commencé déjà un peu à l'aborder avec ce que je viens de vous dire, mais cette Nintendo Switch a un avenir radieux, c'est clair, comme elle est partie. C'est une belle console. Je n'avais pas pris autant de plaisir à jouer que depuis ma Xbox 360. Parce que beaucoup croyaient que je suis un fan, un pro Nintendo. Je suis un amoureux de Nintendo. Je suis un amoureux de la marque, de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils font. Mais ils sont en aucun cas parfaits, ils font plein d'erreurs, il y a plein de choses qui sont incompréhensibles. Mais je trouve qu'ils ont une histoire et que même leurs erreurs trouvent sens dans qui ils sont. C'est tout de suite plus opaque chez Sony et Microsoft parce que ce sont des vraies compagnies, ce sont des vraies sociétés. Nintendo a encore ce côté très artisan où les membres, le board n'est pas au courant de discussions en interne, alors que chez Sony, qui sont des groupes, on ne dit pas, c'est pas le groupe Nintendo, Sony est un groupe, Microsoft est un groupe, Nintendo c'est une très grosse boîte, mais c'est pas un groupe. Ils font que du jeu vidéo pour le moment. Eh bien, oui, c'est riche, il y a plein de choses qui se mettent en place. Cette console, elle apporte le sourire. Moi, je me réjouis à chaque fois de l'allumer, de partager une manette. Comme je partagerais un plat avec un ami, ou je partagerais une bière. Je trouve qu'il y a une idée de partage derrière la console que je ne retrouve pas ailleurs. Les éditeurs arrivent.
Bandai, avec déjà 5 jeux annoncés, 3 supplémentaires qui arriveront aussi dans l'année. Capcom arrive avec 7 ou 8 jeux qui arriveront l'année prochaine. Ils vont être annoncés régulièrement avec, vous allez voir, avec des annonces, ils arrivent. Square Enix qui met des bouchées doubles. Ubisoft qui arrive avec beaucoup de jeux, ils sont prêts. Et puis j'en passe, Rockstar, c'est que le début. Bethesda, ils arrivent aussi, ils vont continuer parce que pour l'instant tout est positif, l'ambiance est là, tout le monde est content, c'est agréable de jouer, c'est agréable de partager un petit moment de bonheur. Ensuite, il y a bien évidemment Big N. Big N, c'est celui qui fait qu'on achète cette Nintendo Switch et ses jeux, bien évidemment. Et dans une première année, cette année 2017 a été un monument extraordinaire de jeux vidéo, a été un monument probablement inoubliable. Nous avons eu Mario, Zelda. Tous deux essayent de réinventer un petit peu la formule. L'un réinvente son propre univers, quand l'autre essaye de réinventer le jeu vidéo. Ils ne sont pas parfaits, parce qu'aucun jeu n'est parfait, personne n'est parfait. Un jeu n'est pas parfait par essence, parce que les hommes derrière ne sont pas parfaits. Mais il y a des jeux plus marquants que d'autres, et il y a des jeux qui prennent des risques. Et nous devons saluer les risques pris. Et c'est pour ça que je rends aussi un petit peu cette vidéo un peu un hommage à Satoru Iwata. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Parce que je pense que cet homme, c'était l'homme du risque. C'était l'homme qui disait toujours à quoi ça sert si nous ne prenons pas de risques. C'est ça, l'art. Et c'est ça, le talent de Nintendo. Peut-être son génie de prendre des risques. Et des fois, il se rate, des fois, il fait des bouses avec des Wii Music et d'autres. Et des fois, il touche la lune en sortant un Super Mario Odyssey et un Breath of the Wild. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année 2018 de la part de Nintendo? Metroid Prime 4, dont on ne sait pas encore quelle équipe se trame derrière. On peut attendre bien évidemment Animal Crossing, que tout le monde attend. Parce que c'est un jeu qu'on partage, parce que c'est un jeu qui va prendre toute son ampleur et son essence. Sur Nintendo Switch, je pense très, très clairement que Dabotsu no Mori, ce petit Animal Crossing sorti à l'époque sur GameCube, sur Nintendo 64, uniquement au Japon, il aura fallu attendre des années pour qu'il devienne ce qu'il a dû toujours être. Et c'est avec la Nintendo Switch qu'il va le devenir. Ensuite, on a, c'est pas un secret de polichinelle, tout le monde l'attend, on l'espère. Moi, j'ai entendu. Voilà. Alors là, pour le coup, je prends des gants. Avant, je prenais pas de gants. Quand je vous dis pas que je prends de gants, si je vous dis que je prends des gants, c'est que j'ai des petits doutes, mais Luigi Mansion 3, les amis, bien évidemment. On l'attend, on veut le retour, on veut un multijoueur, on veut un truc local, on veut retrouver ce jeu parce que l'univers est particulier. Smash Bros, bien évidemment, Smash Bros, Sakurai travaille dessus. Allez, à mon avis, soit il est annoncé pendant le Nintendo Direct de la première dizaine de janvier, soit il est annoncé à l'E3. Bon, avec Nintendo, on ne sait jamais, parce que la dernière fois, on regarde les Game Awards, et puis Bayonetta 3. Bon, Bayonetta 3, voilà, on sait que Platinum travaille avec Nintendo depuis un moment. Ils ont 2, voire 3 autres projets, je ne sais pas si le troisième a été validé, mais 2 autres jeux qui arrivent sur Nintendo Switch. Donc, que dire de tout ça? Et puis après, il y a les petites exclusivités, il y a No More Heroes, et puis j'envoie une petite dédicace. Voilà, comme ça, les personnes se reconnaîtront. Mais c'est une belle console, avec des beaux jeux, avec l'esprit du jeu vidéo que l'on aime. Et les expériences sont de plus en plus diverses. Et donc, du coup, tout est positif, quelque part, sur cette console. Sans parler, bien évidemment, aussi des DLC. Parce que, comme je vous le dis, Zelda, il y en aura probablement d'autres. Mario, ce sera sûrement le cas. Et puis, on n'est pas à l'abri que Nintendo nous annonce un nouveau Mario Kart. Il ne faut pas se leurrer. Il est en dev. Un gros jeu par mois. C'est ce que je vous disais il y a quelques années. L'échec de la Wii U a été une nécessité pour Nintendo. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec.
J'aimerais que là, les joueurs qui écoutent cette vidéo, eh bien, gardez bien ça à l'esprit, il n'y a pas vraiment d'échec au final. L'échec, c'est de ne pas essayer, c'est de ne pas partager, c'est de garder pour soi, c'est ça l'échec. Quand vous essayez, quand vous vous donnez, de temps en temps ça marche pas, mais quand ça marche pas, eh bien, il y a toujours plein de choses positives qui vous feront rebondir. Si on pouvait rester sur ces quelques notes philosophiques, eh bien, ce serait fantastique, un monde plus philosophique, un peu plus réfléchi, qui s'emballe un peu moins. Et ça m'arrive de m'emballer, hein. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous donner une petite anecdote. Je le savais pour Bayonetta 3 depuis un moment. Bon, les gens qui sont autour de moi le savent, parce que voilà, je le savais depuis un moment, mais je ne savais pas quand, parce que c'est toujours la problématique. On te dit, tu sais, bon, ok, mais ils te disent pas, oui, ce sera annoncé à tel endroit, parce que même eux ne le savent pas, parce que ça ne découle pas des développeurs ou ce genre de truc. Et ben là, j'étais en train de m'endormir pendant les Game Awards, je dis putain, machin, bon, je vois Bayonetta 1 et 2, je dis bon, ok, alors ça je savais pas par exemple. Et je regarde, ouais, ok. Puis là, je vois Régie nous faire le coup du one. Et j'ai crié, j'ai crié dans le jeu, je dis ah, génial, putain, le 3, génial. Bon, c'est une réaction totalement disproportionnée, c'est qu'un jeu vidéo, mais effectivement, de temps en temps, nous nous laissons emporter par l'émotion. C'est vrai que de temps en temps, c'est beau, c'est vrai que c'est beau. On en a vu cette année des moments extraordinaires avec Michel Ancel sur le stage de l'E3, avec Monsieur Soriani des Lapins. On a vu plusieurs fois Guillermo del Toro et Kojima-san, pareil, c'est un beau moment. Bon. Mais on est là aussi, quand on partage, fait des vidéos, c'est pour analyser. Et donc, du coup, quand on analyse, il faut avoir un petit peu plus de recul, être un petit peu moins dans cette tendance générale qu'on vit beaucoup, nous aussi, dans le paranormal, un peu la putasserie, les clics à putaclic, tous ces titres à guicheurs, bon, et puis du coup, qui ne sont pas à la hauteur du fond. Et c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, c'est le fond qui compte. C'est le fond qui compte. L'informe, c'est quoi la forme? C'est le marketing, c'est pour attirer le chaland, pour qu'ils viennent voir, consommer, acheter. Bon, je comprends que ça compte pour ceux qui ont des intérêts. Mais si on pouvait retourner à plutôt quelque chose de 50-50, là où la forme et le fond coexistent concrètement, et pas ce truc là où on est avec une majorité tout autour de la forme. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous m'avez trouvé un peu différent en avant, mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à faire cette vidéo, j'avais envie de la faire. Ne vous attendez pas à ce que je refasse beaucoup de vidéos, surtout qu'avec les Seasons of Heaven et les Saisons du Paradis, parce qu'il va se passer des choses, il y a des choses qui se sont faites, des choses qui se sont défaites, malheureusement, mais c'est comme ça. Et bien il va y avoir, vous allez entendre parler, et donc du coup, il faut que je fasse aussi attention à comment je me positionne, parce que je ne suis pas le studio, moi, on est plusieurs, et c'est voilà, c'est comme ça que moi je le ressens et que j'ai aussi envie que ça se passe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien, abonnez-vous quand même à la chaîne. Si vous aimez passer un peu de temps, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous attendez de Nintendo en 2018? Pourquoi vous pensez que cette Nintendo Switch ou pas peut devenir la meilleure console ou la console lead des 3 prochaines années? Quels sont les jeux qui vous ont marqué? Quels sont les jeux que vous attendez? Partagez. Bien évidemment, les messages sur Seasons of Heaven sont toujours aussi encourageants. J'espère que vous êtes toujours chaud sur le jeu. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lives sur une autre thématique. Et puis, je vous fais 1000 bisous. Merci pour votre soutien. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Love and respect, les amis.